Connaissance. Recherche. Sciences. Dessin, mathématiques, Théorie. Physique. philosophie, Conférences. Archéologie. nature. Merci beaucoup. Nous passons donc des traitements pour soigner aux traitements pour prévenir. Et avant donc de vous parler de l'usage des antirétroviraux pour prévenir l'infection à VIH de la mère à l'enfant, j'aimerais avant tout donc remercier, ils ont tous bougé, professeur Peter Piot, professeur Jean-François Delfrécy, qui m'ont choisi pour que je m'adresse à vous, et tout l'honneur est donc pour moi, bien sûr avec tout le plaisir qui l'accompagne. Et ma présentation va aborder 4 objectifs. D'abord, vous faire un survol de l'état actuel de l'épidémie pédiatrique, énumérer les stratégies de prévention, décrire ce que ces stratégies de prévention nous ont donné comme résultat dans le contexte de la recherche et maintenant dans le contexte des programmes nationaux. Et enfin, c'est le challenge du futur, identifier la PTME, la prévention de la transmission mère-enfant, comme le meilleur modèle à vérifier et à démontrer comme concept du traitement, comme outil de prévention. Quelle est la situation actuelle? Bien sûr, la dynamique de la transmission mère-enfant est intimement liée à celle de la transmission hétérosexuelle, qui nous laisse observer aujourd'hui que 15 millions de femmes vivent avec le VIH dans le monde. Et parmi ces femmes infectées, chaque année, il y a 2 millions de grossesses. Et de ces 2 millions de grossesses, environ 500 000 enfants acquièrent l'infection transmise par leur mère. Aujourd'hui, entre donc 1 million et 3 millions d'enfants vivent avec le VIH, essentiellement lié à la transmission mère-enfant, qui survient à 3 moments différents, durant la grossesse jusqu'au 3e trimestre, autour de l'accouchement et pendant la période de l'allaitement quand il s'agit des pays en développement. Et donc, la grande différence dans les taux de transmission qu'on observe dans les pays riches et dans les pays pauvres vient essentiellement de la contribution élevée de l'allaitement maternel, qui est une pratique universelle dans les pays en développement et dont la durée médiane est variable, mais en tout cas longue, quelle que soit la région du pays en développement. Vous voyez les niveaux dans les Caraïbes, vous voyez les niveaux en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, une pratique universelle, une pratique longue. Quelles sont les stratégies dont nous disposons pour prévenir la transmission mère-enfant du VIH? 4 piliers, et essentiellement au cœur de ces 4 piliers se trouvent donc les traitements ou les prophylaxies avec les antirétroviraux. Et donc le premier pilier, c'est la prévention primaire pour éviter que les futurs parents n'acquièrent le VIH. Le deuxième pilier, c'est la prévention des grossesses non désirées parmi les futurs parents sérodifférents ou séroconcordants. Et le troisième pilier, qui est le cœur un peu du dispositif, c'est la prévention de la transmission mère-enfant, qui utilise largement les traitements ou la prophylaxie avec les antirétroviraux. Et le quatrième pilier, c'est bien sûr l'accès aux soins dans un contexte familial pour que ceux qui, après l'accouchement ou après la naissance de l'enfant, l'enfant ait accès au traitement et que la mère survive pour permettre à l'enfant de se développer. Donc, la place des ARV est centrale. Malheureusement, il y a 2 types de recommandations et Stefano Vella parlait de ça tantôt. Dans les pays riches, la grossesse est une indication de traitement à vie, quel que soit le niveau de CD4, quel que soit le stade clinique. Dès qu'il y a un diagnostic de grossesse qui est posé, le traitement ARV est donné pour la prévention, mais aussi pour la prise en charge de la femme, et cela à vie. La césarienne peut être un appoint. L'allaitement maternel universel dans les pays en développement est une contre-indication.
Et quand il y a des problèmes avec le traitement maternel, une prophylaxie pédiatrique peut être ajoutée. Dans les pays pauvres, le traitement ARV à vie est réservé, comme mon ami Pape Saluso vient de vous présenter, aux femmes enceintes qui ont une indication de traitement. Et l'indication de traitement, c'était avant, autour de moins de 200 CD4. Maintenant, c'est rehaussé à 350 CD4. Et c'est uniquement chez ces femmes que les traitements antirétroviraux sont utilisés. Les autres groupes qui, en Afrique, n'ont pas besoin de traitement pour leur propre santé, utilisent les monos, les bithérapies ou une combinaison de 3 ARV pour la prévention de la transmission mère-enfant. L'allaitement est largement conseillé et l'allaitement utile est conseillé autour de 12 mois. Faut-il ou non arrêter après donc, la grossesse ou après la fin de l'exposition à travers l'allaitement maternel? Nous avons des données avec la cohorte ANRS Keshobora que ce n'est pas bon d'arrêter, que ce soit un schéma court, que ce soit une trithérapie. Vous voyez que la progression atteint en moyenne 25%, la progression vers le stade d'immunodépression sévère où la femme a besoin de traitement pour sa propre santé. Et quel que soit le niveau de CD4 d'où on démarre, premièrement, je vous ai montré pour les femmes qui ont besoin d'indications de traitement actuellement, et maintenant, même les femmes qui n'ont pas d'indication de traitement dans les recommandations OMS pour les pays en développement, la progression est aussi majeure, et on ne leur fait pas de bien en arrêtant la trithérapie qu'on leur a instituée durant la grossesse. Donc, la place centrale des antirétroviraux dans la prévention de la transmission mère-enfant est ainsi affirmée. Et pourquoi? Parce que globalement, de toutes les études qui ont été menées sur les déterminants de la transmission, la charge virale a été identifiée comme le déterminant clé. Voilà l'enquête périnatale française. Il n'y a pratiquement pas de transmission quand la charge virale. Il n'y a pratiquement pas de transmission quand un traitement ou une prophylaxie arrive à rabaisser la charge virale à moins de 1000 copies. Aux États-Unis, les cohortes aussi montrent exactement la même chose. Quel que soit le seuil choisi, il n'y a pratiquement pas de transmission mère-enfant quand on arrive à abaisser la charge virale à moins de 1000 copies. Dans les essais cliniques, l'exemple illustrant cette évolution, c'est bien l'exemple de l'étude de l'équipe de François Dabis en Côte d'Ivoire qui a montré que des monothérapies aux bithérapies, aux combinaisons à 3 ARV et maintenant au traitement ARV, on voit tous les gains qu'on peut obtenir dans la réduction de la transmission mère-enfant. C'est spectaculaire et on ne peut pas mieux démontrer cela. Et ça, avec un contexte de support pour l'alimentation artificielle ou l'allaitement maternel. Globalement, on voit que malgré ces succès qui sont montrés ici dans les différentes cohortes, en Afrique, dans les pays en développement, l'allaitement maternel rajoute un risque supplémentaire et on a, à travers la prophylaxie pédiatrique, montré qu'avec des monothérapies données à l'enfant, c'est surtout l'essai BAN mené au Malawi qui a montré que la névirapine donnée au cours de l'allaitement permettait de faire aussi bien qu'une trithérapie maternelle. Et donc, on a comparé une trithérapie maternelle à une monothérapie que l'enfant prenait tous les jours pendant 6 mois. Et on voit que, globalement, on arrivait à des taux similaires à des trithérapies. D'où la complexité des mécanismes de transmission qu'il faut mettre en évidence pour savoir le blocage de l'entrée ou la prévention donc, de la transmission. Quelle est la puissance que des choses comme ça peuvent avoir dans la réduction de la transmission. Pour les traitements eux-mêmes, donc les mères éligibles pour des traitements, voilà ce que des cohortes ont montré en Afrique, où effectivement, si on commence tôt, on obtient des résultats extrêmement comparables aux pays développés. Mais si on commence tard, on obtient des taux qui sont encore élevés de transmission. Quand on combine le risque d'infection et les décès, un indicateur important en Afrique où la survie de l'enfant est l'indicateur clé aujourd'hui pour évaluer
le succès des programmes de prévention de la transmission mère-enfant. Quand on commence tôt, on obtient des résultats très intéressants. Donc, commencer tôt, même au cours de la grossesse, la prévention conduit à des succès élevés. Dans les programmes nationaux, bien sûr, on voit que ce qui a été rapporté comme données, c'est quand on utilisait essentiellement la névirapine. Et globalement, on voit que dans les pays en développement, même quand on offrait gratuitement le lait maternel, le lait artificiel, les taux de transmission restaient élevés, sauf au Botswana où graduellement la montée en puissance des traitements a permis de rabaisser les taux de transmission à un niveau inférieur au seuil de 5%. Dans les pays développés, vous voyez que quasiment avec la montée en puissance des traitements ARV, il n'y a pratiquement plus de transmission mère-enfant dans ce contexte. Pourquoi? À cause des problèmes de couverture essentiellement. Globalement, regardez la simple névirapine qui a été utilisée dans les programmes nationaux en Afrique. On a comparé la couverture dans 4 pays. Environ 16%, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, sont les femmes qui ont effectivement pris le médicament sur les femmes qui nécessitaient cette prophylaxie, qui avaient besoin de cette prophylaxie pour la prévention de la transmission mère-enfant. On obtient des taux élevés, mais essentiellement dans des contextes de soins tertiaires. Quand on est à l'échelle de l'ensemble des pays, on voit toutes les difficultés de couverture que de telles interventions posent. Et donc, globalement, on voit que quand on laisse les monothérapies, les bithérapies, les combinaisons à 3 ARV et on va vers les traitements, on arrive effectivement à réduire et à tendre vers le contrôle, pour certains, l'élimination de la transmission mère-enfant. Les défis à relever, c'est bien sûr la couverture. Et vous voyez à peu près en Asie de l'Est et du Sud-Est, quel est le niveau de couverture pour le test VIH, qui est le point d'entrée pour avoir soit un traitement, soit une prophylaxie. Extrêmement faible. Deuxièmement, une fois testé, la performance de la cascade de prévention de la transmission des enfants extrêmement faible en termes de couverture en Afrique. Et on s'était tous engagés pour qu'en 2010, toutes les femmes aient accès aux ARV à 80% pour la prévention de la transmission mère-enfant. On est aujourd'hui en 2010, on voit à peu près le gap pour atteindre cela. Pour le futur, on est toujours aujourd'hui à constater que 1200 enfants chaque jour naissent infectés par le VIH. Le Fonds mondial nous engage à pousser pour que d'ici 2015, ça soit possible de naître non infectés par le VIH. Alors, à partir de l'expérience des pays développés, opter pour les traitements aussi dans les pays en développement, est-ce la solution pour le succès? Bien sûr, Jean-Paul Mouati viendra pour nous dire qu'il y a des problèmes de coût, les cliniciens diront qu'il y a des problèmes d'innocuité et les spécialistes de santé publique diront qu'il y a d'énormes problèmes de faisabilité. Mais c'est l'espoir pour éliminer la transmission mère-enfant. Merci.